Bien, donc Bertrand Martin, moi je travaille à la direction des jardins de la ville de Rennes et je suis responsable de, on va dire de manière un peu globale, de la gestion du patrimoine vert. Alors, quand on parle du patrimoine vert, on pense bien sûr au parc du Tabor, mais c'est aussi tous les soirs autour des bailleurs sociaux, c'est les écoles, c'est les crèches, c'est les terrains de sport, c'est les arbres au long des rues. Voilà. C'est un patrimoine assez conséquent que je vais vous présenter. Et la thématique sur laquelle je souhaitais intervenir, c'est comment on essaye d'aller vers une gestion durable, qui est un terme un peu galvaudé, mais qu'on va utiliser. La gestion durable des espaces verts communaux, en ayant conscience qu'on a une empreinte par un modèle de gestion, et si on peut avoir par une gestion respectueuse un impact, je vais me rapprocher sur la caméra, un impact positif sur les équilibres de la ville. Voilà. Et puis, ce que je vais surtout vous présenter, c'est comment aujourd'hui ça évolue. À mon échelle de travail, c'est assez impressionnant de voir que il y a encore 10 ans et aujourd'hui, on ne fait plus du tout le même travail, notamment par rapport à une demande sociale qui évolue extrêmement rapidement. Alors, je ne sais pas si vous voyez, pas vraiment beaucoup. Ça, c'est la ville de Rennes. Le territoire de la ville de Rennes, c'est à peu près 5000 hectares. C'est à peu près le territoire de la ville de Lyon. Donc, avec un peu moins d'habitants, puisqu'on est à 200 et quelques mille habitants, 220 000 habitants. Et avec beaucoup d'espaces verts, puisqu'on gère aujourd'hui près de 900 hectares d'espaces verts, et demain, quand je dis demain, à l'horizon 2022-2023, on va arriver, on va flirter avec les 1000 hectares. Alors la composition des espaces verts est relativement classique par rapport au développement des villes. Vous avez en centre-ville quelques espaces verts qui sont issus souvent soit des monastères, soit des religieuses qui avaient un territoire, et puis la ville, pendant la Révolution ou après la Révolution, a récupéré ces espaces et l'a ouvert au public. Ensuite, donc on a au final assez peu d'espaces verts en centre-ville, et dans la demande sociale que l'on voit, qui est récurrente, qui est de dire la ville de Rennes est minérale, le centre-ville est froid, et on veut de la végétation. Et la réflexion qui est engagée sur le cœur de ville Rennes 2030 montre bien cette évolution de réaménager les places et de remettre de la végétalisation en hypercentre. Ensuite, vous avez le développement des faubourgs, 1860, 1930, à peu près, 1940, dans lequel il n'y avait pas d'espace vert, il n'y avait pas d'espace public, on faisait un peu de rue, des maisons à coller, et puis un petit jardin privatif. Ce qui fait que, par rapport au domaine public, eh bien, vous voyez qu'il y a très peu d'espace vert, quelques points qui sont par exemple assez des cheminots, au final, on n'a pas grand-chose. Et le gros développement des espaces verts date des années 60-70, avec les ZUP, zones d'urbanisation prioritaire. Ici, c'est le Blône, 200 hectares d'espace vert, avec de temps en temps un immeuble et une voirie. Vous avez ici Clenay, vous avez voilà, donc les différentes ZUP que j'ai créées. Et la dernière évolution, c'est dans les années 70, où la ville a commencé à acquérir des terrains et aménager des terrains plutôt pour l'usage de loisirs. Rapidement, brosser le développement de la ville. Alors là-dedans, comment on situe? Alors vous connaissez, j'imagine, je pense que dans vos années d'études et d'enseignants, vous avez bien sûr utilisé ce point-là. On va regarder comment on réagit par rapport aux différentes thématiques économiques, écologiques, sociales. Comment on essaie de prendre en compte tout ça. Alors on va commencer par la partie économique. Vous avez l'évolution des espaces verts, de la gestion de nos espaces verts, avec jusque dans les années 80, quelque chose d'assez simple, un hectare supplémentaire, une embauche supplémentaire. 30 hectares, 30 personnes supplémentaires. C'était assez simple à gérer. Donc 60 hectares, 60 personnes, 400 hectares, 400 personnes. Et puis les prévisions, parce qu'on avait une bonne prévision, on savait qu'à l'horizon de 90-2000, on allait flirter avec les 800 hectares. Donc mes prédécesseurs m'ont dit, c'est simple, 800 hectares, 800 personnes. Bien entendu, ça devenait compliqué, notamment que là, on est dans la crise des années 78, deuxième crise pétrolière, troisième crise pétrolière, qui fait que rupture, et à partir des années 80, eh bien, voilà l'effectif
qui est bloqué, voire qui est en train de d'être réduit. Alors, on a réussi, hein, bien sûr, à faire face pour deux raisons. La première, c'est qu'à partir des années 80, on a commencé à parler de la gestion différenciée, je reviendrai juste après, qui a permis de se dire je ne vais peut-être pas gérer de la même façon le parc du Tabor que les marins de la Rocade qui étaient en train de se construire. Et je vais intervenir autant que nécessaire, mais aussi peu que possible. Voilà un peu la philosophie qui a guidé Rennes, qui était une ville pionnière avec Orléans, Strasbourg, il y avait 2-3 villes comme ça qui étaient en avance là-dessus. Après des voyages d'études qui ont été faits dans le nord de l'Europe, qui étaient en avance par rapport à la France. Et donc on a commencé à développer la gestion différenciée, qui fait que du même coup, on a globalement pris des surfaces avec moins de pression de maintenance dessus. Puis la deuxième raison, c'est la mécanisation, qui a permis des progrès en termes d'efficacité. On est passé sur des tondeuses, on va dire poussées à des tondeuses qui faisaient 3 mètres de large et qui roulaient à 15 km/h. Sauf qu'aujourd'hui, on est quelque part par là, hein, et qu'on continue de se récupérer des surfaces, on va récupérer 15% de surface supplémentaire dans les 4-5 ans qui arrivent, la gestion différenciée elle est en place. Je n'ai pas de gain de productivité là-dessus. La mécanisation, on n'est pas loin d'être au bout. La seule évolution qu'on voit venir, c'est la robotisation de la tonte, notamment. Et cette année, on va faire les premiers essais au parc du Tabor et sur un stade, mais ça reste encore un peu tenu. Mais voilà, on sent bien qu'à part ça, aujourd'hui, la démarche elle est faite. Les camions ils sont là. Une tondeuse, aujourd'hui, elle ne va pas plus vite qu'il y a 10 ans. Elle est un peu plus confortable, il y a la clim, il y a la radio, mais concrètement, elle ne va pas plus vite qu'il y a 10 ans. Donc on n'a pas non plus ce levier-là. Et donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste, là c'est la vraie question aujourd'hui, puisque c'est la question que je pose aussi à mes élus, ou les élus me posent. Donc gestion différenciée, on n'y va pas, gain de productivité, je ne les ai plus. La mécanisation non plus. Il me reste quoi? Il me reste la participation des habitants, ou alors la dégradation de nos prestations. Mais je disais en parallèle que la demande sociale était de plus de verre en ville, et donc vous voyez bien que c'est un peu contradictoire de se dire on va baisser nos prestations. Donc on le fait de manière un peu discrète. Le fleurissement, on est passé de 250 000 plantes annuelles à peut-être aujourd'hui on est à moins de 100 000. Parce qu'on a petit à petit remplacé un certain nombre de choses. Et là on est au taquet. Et donc la grosse réflexion qui est engagée, sur laquelle moi je serais vraiment intéressé d'échanger avec vous, c'est comment, à l'image de ce qui se passe dans les pays anglo-saxons, on arrive à faire participer les Rennais de façon efficace à la gestion de nos espaces. C'est une question, je pense, à les prochaines années. Alors, sur l'angle efficacité, bien sûr, on a essayé d'optimiser un peu tout. Alors, on a créé le cahier des prescriptions techniques de l'espace public que vous connaissez peut-être. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller voir sur rennes.fr, vous pouvez le récupérer. C'est grosso modo, c'est lorsqu'on fait une allée, quelle largeur, quel soubassement, quand on met du granit, c'est quoi les caractéristiques, tout un ensemble de données qui nous permettent, lorsqu'un concepteur arrive sur Rennes, de ne pas avoir n'importe quoi. Et d'avoir quelque chose qui est le plus standard possible de manière à faciliter notre mode de gestion. Et puis en interne, on a fait le guide de gestion, de gestion différenciée, qui est un guide qui a pour vocation bien sûr de mettre sur papier ce que l'on fait, mais qui est aussi un outil de communication vers les élus, vers les bailleurs sociaux, vers les habitants ou vers les jardiniers. C'est un outil, c'est un sorte de contrat. Lorsqu'on est en code, par exemple, jardin structuré très fleuri, eh bien on s'engage à passer à telle fréquence, à faire telle tâche, à avoir telle végétation, tout un ensemble de contrats, et qui permet, lorsque par exemple un élu nous dise « Ah, c'est bien ce que vous faites, mais là vous pourriez passer un peu plus souvent », eh bien on dit « Attendez, on est dans tel code de maintenance, ça veut dire que si vous souhaitez qu'on aille plus souvent, on peut le faire, mais on a besoin de moyens. » Bon, ce guide de maintenance précise donc toutes les tâches, va préciser aussi un certain nombre d'évolutions techniques. On est passé de gestion un peu comme ça c'était une ancienne relique de Bocagère, qui correspondait à la demande sociale à un moment donné, qui était de dire on veut que ce soit propre. Là, effectivement, le tondeur avait pour mission de
passer avec la tondeuse, de faire le tour, et quand il sortait de la parcelle, c'était nickel. Sauf que c'était nickel du point de vue peut-être du look, de l'image, de ce qu'on avait dans la tête, de la nature un peu domestiquée. Mais on est passé en quelques années, donc des espaces comme ça, à des espaces un peu comme ça, mais on est vraiment tout face des immeubles. Et là, forcément, ça choque. Ça choque en premier lieu le jardinier, qui a l'impression de ne pas faire son boulot. Ça choque bien sûr le riverain. Et pour que nos jardiniers puissent à la fois bien faire le boulot, mais aussi puissent l'expliciter aux Rennais, eh bien on a fait ce type de documentation qui permet d'expliquer ce que c'est des strates, c'est quoi un écotone, c'est quoi tout un ensemble de zones de transition, et comment on constitue une ébocagère qui tient la route. Et puis on a classé l'ensemble de nos espaces verts, donc là c'est notre SIG, où vous avez en fait nos presque 900 hectares, nos 1500 jardins qui sont référencés avec pour chacun un code de gestion. Et chaque code de gestion, donc vous avez nos 5 codes qui va du très intensif et très horticole à du très extensif et avec une végétation beaucoup plus indigène, beaucoup plus locale. Eh bien, pour chacun, on a une image, on a des tâches qui sont bien référencées, et lorsque un concepteur vient sur Rennes pour créer, je ne sais pas juste en face, le parc de Vaux-Chardonnay, eh bien, on va discuter pour essayer de voir, en fonction des usages, en fonction de l'image que l'on veut, dans quel code de gestion on veut faire, et ça se décline après en termes d'aménagement. Alors, c'est aussi intéressant pour nous, c'est que derrière chaque code de gestion, on a des ratios de manœuvre, des ratios budgétaires, et qui nous permettent de se dire, lorsque, moi je sais qu'on va récupérer 120 hectares supplémentaires à gérer, répartis en multitude de points, et bien pour chaque espace, on détermine quel code de gestion, on détermine s'il y a des contraintes probables, est-ce qu'il y a des pentes, est-ce que potentiellement on aura des dégradations, est-ce que potentiellement on aura des usages festifs importants, tout un ensemble de critères qui nous permettent de se dire, ben voilà, là on est plutôt à 2500 hectares, ou plutôt 4600 hectares. Alors on parle beaucoup en heures hectares. Pourquoi? Parce que quand vous gérez un espace vert, 85-90% du coût, c'est la main-d'œuvre. Le reste, c'est un peu de pétrole, un peu de machines, un peu d'engrais, un peu de graines, mais globalement, c'est de la main-d'œuvre. Et c'est ce qui coûte cher. Un jardinier, aujourd'hui, coûte, avec l'équipement, avec les frais de structure, de l'ordre de 35 à 40 000 euros par an. Nous sommes 400 dans le service. Faites le calcul, ça fait bien sûr une masse salariale assez importante. Voilà, donc ce qui va coûter cher, pourquoi on a des ratios qui peuvent être du simple au double, ben, c'est aussi la taille de la parcelle, c'est les contraintes, c'est un ensemble de choses. Et lorsqu'on fait la conception, la première chose qu'on essaie de faire, c'est essayer de simplifier l'espace, de le rationaliser, pour être plutôt dans la fourchette basse plutôt que dans la fourchette haute. Alors après, lorsqu'on commence à se dire, et moi je vais prendre ma casquette de directeur général des services, M. Martin, vous dites que vous allez récupérer 120 hectares, très bien, vous avez un problème financier, j'ai la solution. Il suffit de basculer vos espaces de cette catégorie-là à cette catégorie-là. Et là, on voit bien qu'on passe de 2800 hectares à 1200 hectares. J'ai fait votre boulot, vous revenez me voir quand vous avez un problème. Bien entendu, c'est pas aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que au-delà de la pression de gestion, c'est aussi tous les équipements qui sont par derrière. Pour passer d'un espace d'ici à là, vous allez avoir des jeux, des aires de jeu, vous allez avoir des bancs, vous allez avoir des équipements divers et variés, vous allez avoir une végétation qui est différente, vous allez avoir tout un ensemble de choses qui fait que il est très compliqué au final de passer en mode dégradé. Ça supposerait de refaire entièrement l'espace si on voulait passer d'un côté à l'autre. Donc c'est pas vraiment facile. Pour illustrer mon propos, ça on est dans le Blône. Tout à l'heure je vous ai montré 200 hectares, ouais, donc c'est là, on est dans le Blône. Où là ce que vous voyez, chaque petit point là, c'est une aire de jeu. Et chaque rond, c'est un rayon de, enfin c'est un rayon de 150 mètres, ou un diamètre de 300 mètres, donc c'est 3 minutes à pied. Vous voyez un peu la densité des aires de jeu. Pendant ces créations du Blône, on faisait un immeuble, une aire de jeu, un immeuble, une aire de jeu, un immeuble, une aire de jeu. On a, sur un espace relativement réduit, 109
109 aires de jeu. Et on sait que dans les zones de projet, on avait encore une dizaine qui arrivent. Forcément, dans la réflexion de la stratégie financière, eh bien, on a essayé de réfléchir comment on pouvait rationaliser tout ça, en regardant quelles pouvaient être les aires de jeu qu'on peut renforcer, celles qu'on va garder, celles qu'on va peut-être enlever, en essayant d'avoir une logique spatiale, et en ayant toujours une logique de dire, pour pouvoir vendre un peu notre produit, c'est de se dire, ok, on va déplacer l'aire de jeu, on ne va pas dire la détruire, mais on va renforcer une aire de jeu à côté, de manière à ce que l'aire de jeu peut-être soit moins nombreuse, mais plus attractive. Avec une logique spatiale, se dire, on a des aires de jeu qui restent à l'échelle de l'immeuble, en tout cas du pâté de maison. On a des aires de jeu qui sont à l'échelle infraquartier, qui a une... voilà, après l'école, on va prendre le vélo, puis on va faire 5 minutes, 10 minutes, et puis on va aller sur une aire de jeu, on va se retrouver avec les copains. On a des aires de jeu qui sont à l'échelle du quartier, qu'on va vraiment renforcer. Et puis on a des aires de jeu qui sont ici, par exemple, à l'échelle beaucoup plus importante, et on est sur Bretigny, où là, on viendra passer la journée, on va mettre des techniques, on va mettre des barbecues, on va essayer de hiérarchiser tout ça. Avec un objectif, qu'au final, sur nos 109 aires de jeu existantes, eh bien, il en reste 70 peut-être, le même nombre de jeux, mais répartis de façon différente. Une aire de jeu, c'est 10 000 € par an, 8 à 10 000 € par an de maintenance. Vous imaginez, 109 aires de jeu, le coût de ça. Nos élus ont validé le principe, sauf quand il a fallu se dire, bon bah ok, très bien, on commence par laquelle? Nous sommes à un an des élections, vous voyez bien que c'est commencé à être problématique. Donc, on va attendre un tout petit peu et on va commencer l'opération l'année prochaine. Voilà, clairement, c'est une difficulté, c'est-à-dire qu'on voit bien l'intérêt général, mais en face de l'intérêt général, on a tout un ensemble de zones particuliers, c'est-à-dire que le couple qui a des enfants en bas âge et qui a l'aire de jeu en bas chez lui, tout ça très très bien. Et donc avoir la perspective d'avoir une aire de jeu même à 150 mètres, c'est plus du tout la même perception. Donc ça nous sert aussi là, pour nos aménageurs, puisque souvent dans les aménagements, la première chose qu'on va régler, c'est le problème de la bagnole. Une fois qu'on a un peu près réglé ça, pour essayer de faire passer la pilule, de dire bah, il n'y aurait pas trop de place de parking, oui mais on va vous faire une aire de jeu. Ça coûte pas très cher en investissement, et puis ça calme le jeu. Et c'est comme ça qu'on a eu beaucoup d'aires de jeu qui ont été créées, une sorte d'achat de la paix sociale, en compensation d'un autre sacrifice dans d'autres zones. Bon oui, donc là j'aurais pu décliner sur les nombres d'arbres, j'aurais pu décliner sur les haies, tailler 3 faces, j'aurais pu décliner sur plein de choses. Là je vous ai fait juste un zoom sur les aires de jeu, et vous voyez bien la contrainte où budgétairement les perspectives ne sont pas bonnes. Les villes, pour la première fois, vraiment prennent conscience que le monde financier est limité. Il y a eu les 30 glorieuses à partir des années 70, les 40 glorieuses, où vraiment les villes étaient relativement riches. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Notamment parce qu'il y a des transferts et que l'État essaye de désendetter globalement la France en s'appuyant aussi sur les collectivités. Alors, sur la deuxième partie, la demande sociale. Je disais en intro, ça évolue extrêmement rapidement. Donc ça veut dire qu'il faut aussi que nous, on travaille de façon différente. On est passé en quelques années de choses qui étaient assez simples. On discutait avec nos élus, on avait des budgets, on avait un projet, on faisait notre projet, et puis, si on avait le temps, on dédiait à aller voir les habitants en disant on a un projet, on vient vous le présenter. Et puis après, on le faisait. On maîtrisait le financier, on maîtrisait le planning, et bien sûr le technique aussi, donc ça allait assez vite. Sauf que la demande sociale, la démocratie participative est arrivée, et on est passé en quelques années de l'information à la concertation, voire de la co-conception, dans lequel on arrive avec une page blanche, et puis on travaille avec, on fait des ateliers, et là on va vers là. Donc là on avait juste une réunion d'information, aujourd'hui on peut avoir 4, 5 ou plus réunions dans lesquelles on va se mettre dans une salle comme ça, et puis on va dire bon, qui c'est qui travaille sur le stationnement, qui c'est qui travaille sur
sur la place de l'Arbre, qui c'est qui travaille sur les gamins, enfin voilà. On voit bien que c'est sans doute intéressant en termes d'appropriation, mais c'est quelque chose qui, du point de vue du temps, est excessivement demandeur de temps, puisque les réunions, bien sûr, vont se faire le soir, enfin voilà. Et puis, bien sûr, dans notre réflexion, on est sur des attentes contradictoires. On veut plus de nature, mais pas devant chez moi. On veut moins de voitures, mais moi, je voudrais ma voiture devant chez moi. Il ne faut pas consommer du monde agricole, mais moi, je veux ma maison avec mon petit jardin. Enfin, oui, ce genre de discours hein, que vous avez sans doute entendu, que vous avez sans doute et que j'ai moi aussi, on est confronté à ça lorsqu'on a des réunions publiques. On a bien sûr l'intérêt particulier par rapport aux intérêts généraux, et puis on peut avoir aussi des attentes qui évoluent dans le temps. Un couple avec des jeunes enfants n'auront pas les mêmes demandes qu'une personne âgée où les gamins sont partis depuis longtemps. Alors, quand on parle des usages, aujourd'hui, au final, là où il y a le plus d'usages, c'est dans les accompagnements de l'habitat, en proximité des bailleurs sociaux. Vous pouvez avoir des usages très variés. C'est la personne qui va se mettre en bas sur un banc pour lire, les boulistes, l'ado avec son scooter, des familles ou des ethnies qui se rassemblent pour faire des barbecues, c'est un ensemble d'usages. Et paradoxalement, dans les parcs d'histoire, on n'a pas tant de ça d'usage, parce que le ballon est interdit, l'alcool est interdit, enfin tout un ensemble de choses sont bien sûr contrôlées pour essayer de gérer comme on peut nos espaces. Alors il y a des chiffres que je sors assez souvent, qui vient de Viard, Éloge de la mobilité, qui permet de mettre en perspective dans quelle société on vit. L'espérance de vie d'un ouvrier au 19e siècle était environ 500 000 heures. Et dans ces 500 000 heures, donc c'était grosso modo 50-60 ans, vous aviez 200 000 heures de travail, 200 000 heures de sommeil, parce que c'était notamment en hiver, il se levait quand il faisait jour, il n'y avait pas de carrage. Et puis 100 000 heures de temps libre, un peu le dimanche, il y avait heureusement beaucoup de fêtes de paroisse qui permettaient d'avoir un peu de temps. Aujourd'hui, l'espérance de vie c'est 700 000 heures, on arrive au plafond, mais on va dire grosso modo 700 000 heures. 67 000 heures de travail, quand on dit qu'on est dans une société de loisirs, ça parle bien, c'est 10% du temps au travail pour ceux qui travaillent, il y en a aussi qui n'ont pas de travail. 30 000 heures d'études, un peu plus pour, peut-être pour nous qui sommes ici, on a fait un peu plus d'études que ça, mais en moyenne 30 000 heures d'études, 200 000 heures de sommeil, c'est à peu près stable, et 400 000 heures de temps libre. Alors heureusement qu'on a les écrans. Parce qu'on fait ce temps libre. Lorsque Viard en 2006 a commencé à parler de l'éloge de la mobilité, il disait effectivement on a 300 000 heures pour pouvoir permettre de se balader. Alors, ceux qui ont un peu d'argent prennent l'avion, ceux qui en ont un peu moins prennent la voiture, puis ceux qui en ont encore un peu moins restent sur place. Et c'est ce reste sur place qui nous interroge. Et on voit bien aujourd'hui que la demande sociale, elle est d'offrir à proximité de chez soi des loisirs, des zones de loisirs, et l'espace public est devenu le lieu où on se retrouve. Alors je n'ai pas pu mettre de photos de rencontres, mais dès qu'il va là, cette semaine, on va avoir quelques rayons de soleil, ce week-end, je vous engage à aller faire un tour du côté du parc du Tabor, sur le quai Saint-Cyr, notamment, ça va être blindé de monde. Les gens vont sortir avec une bière à la main, avec des petits barbecues portatifs qu'ils ont été achetés au Leclerc ou je ne sais pas où, et puis on se retrouve sur l'espace public. Et ça génère une pression d'usage, ça génère des déchets, ça génère des conflits de voisinage. Et donc la question, c'est comment on adapte nos espaces publics. Et donc par rapport à ça, vous avez en face la plaine de Gau, vous avez vraiment intérêt d'aller faire un tour qui sera ouvert au mois de juin, où là, eh bien, on a aménagé l'espace pour pouvoir accueillir des groupes constitués, festifs, donc avec des zones de barbecue, avec la possibilité de faire venir des concerts, et ainsi de suite. Et on est en train d'aménager ça sur la chaume de la ville. On a une au Gaillel qui existe depuis quelques années, on va en avoir une à la plaine de Gau, on a les Prairies Saint-Martin où ça va être demain une zone festive, on a les Prairies Saint-Martin, mais la Prévallée qui va être aussi une zone festive. Vous voyez, on essaie de mailler le territoire
pour que sur des zones qui soient relativement éloignées des habitants, parce que qui dit rassemblement, dit un peu de bruit, voire beaucoup de bruit, avec la capacité d'avoir des sonos portatifs, enfin tout un ensemble de choses. La demande sociale, c'est aussi, et ça c'est relativement récent, des jardins partagés. Jardins partagés, hein, c'est, pour vous donner un ordre d'idée de la vitesse, le premier qu'on a fait sur Rennes, peut-être même en France, c'est en 98. À l'époque, les Bordelais, les Marseillais, les Lyonnais venaient voir quelque chose qui était totalement hors norme, qui était un jardin partagé. C'est quoi ce machin? Pour la première fois, dans le cadre d'une réhabilitation, c'était sur Morpa, pas loin d'ici, eh bien, on a fait appel aux habitants pour dire qu'est-ce que vous voulez dans votre cœur d'îlot. Et est arrivé là le notion d'un jardin partagé qui s'est appelé le jardin du bonheur, tout un programme. Et donc ça a été le premier, en 98. Le deuxième a dû être fait en 2004. Aujourd'hui, on en fait entre 30 et 50 par an. Vous voyez un peu comment la dynamique qui s'est installée. On a 300-400 maintenant aujourd'hui sur Rennes, un peu partout. Donc vous me direz, vous allez me dire peut-être, ah ben voilà, vous souhaitiez que les Rennais prennent en charge la gestion des espaces verts, ben voilà, c'est une bonne façon de faire. Sauf que ce sont des micro-parcelles, et sauf que là où je passais avec ma tondeuse à 15 km/h, aujourd'hui, il faut que je fasse le tour avec ma tondeuse, il faut que je répare la clôture, il faut que je la rapporte un peu de matière organique. Voilà. Et donc au final, ça me coûte plus cher, ça me prend plus de temps, mais c'est pas grave, parce que c'est aussi une demande sociale. Et quand on parle de la demande sociale, ce qu'on fait, c'est que, en général, on ne construit pas le jardin partagé. C'est beaucoup plus intéressant de leur fournir les matériaux. Parce que la demande sociale, c'est pas de produire. Parce que quand vous faites le ratio de carottes ou pommes de terre au nombre de bras, je ne suis pas convaincu de la productivité de ces jardins partagés. Par contre, on se retrouve, on apprend, et c'est ça aujourd'hui la demande sociale, une des demandes sociales. Voilà. De venir en famille, d'apprendre, de redécouvrir ce que c'est la nature pour des gens qui sont parfois très très loin de la nature. Ça c'est notre premier verger partagé. Donc là c'est pareil, le nombre de pommes peut-être c'est sans doute pas terrible, mais c'est pas grave. L'enjeu c'est de planter ensemble, de regarder comment ça pousse, de regarder la fleur, puis le fruit, puis d'aller ramasser si possible. Et puis c'est aussi ça la demande sociale. Là, vous avez peut-être entendu parler, pour les Rennais, de ce qui s'est passé sur Fréville. Là, j'ai pris quelques articles de presse. Ouest France en a profité pour faire 5 ou 6 articles, et vendre 5 ou 6 fois le papier, sur le fait que la ville coupait les arbres. Pour la première fois, on a eu des assos constitués en face de nous, 5 assos, extrêmement dynamiques, notamment sur les réseaux sociaux, donc avec des pétitions sur change.org par exemple. Donc c'est redoutable les pétitions parce que la façon dont c'est rédigé, de bonne foi vous allez la signer. La ville de Rennes coupe tous les arbres de Fréville. Vous voyez ça, vous dites c'est inadmissible. Sauf qu'au final, alors j'ai pas eu le temps de mettre le bon plan. Au final, qu'est-ce qu'on a fait? Là c'est sur Place de Bretagne, mais c'est le même principe. C'est qu'on est venu dédensifier des platanes, alors je ne sais pas si on les voit sur la photo, qui étaient plantés tous les 6 mètres, voire 5 mètres, il y a 40 ans. Un platane, ça a un gabarit, ça peut faire 25 mètres de large, 20 mètres de large, 30 mètres de haut, ils étaient plantés tous les 6 mètres. Vous voyez bien qu'il y avait un problème de densité, et l'idée c'était d'en enlever 1 sur 2, de manière à laisser à ceux qui restent la possibilité de se développer. Donc un acte de gestion relativement banal. Dans une logique forestière, quand l'ONF commence à planter une forêt, va commencer peut-être à 5000 arbres hectares, et finira à 20-30 arbres hectares. Voilà, c'était la même logique. Sauf que, de la façon dont c'est présenté, on peut effectivement dire que c'est un massacre. Et donc, les riverains des habitations qui nous avaient sollicité, parce que c'est un compromis, hein, la place de la Rambille, on a ouvert la boîte de Pandore et on avait en face de nous des gens qui étaient totalement pour, des gens qui étaient totalement contre, des bastons presque entre les riverains. Donc on voit bien la difficulté de l'exercice.
Et tout l'enjeu pour nous, c'est sur les nouvelles plantations, d'avoir la bonne densité au départ pour ne pas se retrouver 40 ans après dans des grosses difficultés. Autre évolution, c'est la fabrique citoyenne, qui est donc en place sur Rennes maintenant depuis 4 ans, enfin c'est le BP4, donc la 4e année, et dans lequel on a eu la première année près de 1000 projets qui sont arrivés. Alors quand on dit projet, c'est souvent des idées. Hein. Puisqu'on va dans le mur, autant qu'il soit beau. Bon, ça veut dire quoi? Donc on contacte le porteur de projet, vous pensez à quoi? Ah oui d'accord, il y a un mur végétalisé, d'accord. Voilà, donc c'est des choses comme ça qui sont faites, mais il y avait des idées vachement intéressantes. On a étudié, au final on a proposé que 241, la différence c'est que c'était soit pas techniquement possible, genre une éolienne place de Bretagne, on voit bien que ça a posé quelques questions, du Wi-Fi dans les collèges, on n'avait pas la compétence, ou alors des choses qui demandaient des coûts de fonctionnement très élevés, où là forcément, puisque on ne pouvait pas suivre financièrement, une crèche par exemple. Au final, donc, on en présente 241, et 54 sont votés, dont 17 correspondent à une demande sur l'espace public, enfin, espace vert, et si on met les demandes qui créent l'espace vert sur l'espace public, il y en avait les 3/4, c'est-à-dire qu'il y avait une bonne trentaine qui créaient l'espace public et des espaces verts et des équipements. Quelques exemples, un poulailler par exemple, voilà, donc peut-être le plus beau poulailler de Rennes, qui a été créé en bois, en Douglas, d'un arbre que l'on a abattu, puisque tant qu'à faire les choses bien, on les a fait très bien, puisqu'on a dit on ne mettra pas de clous, on ne mettra pas de vis, qu'avec du bois de la ville de Rennes, et fait par les habitants. Donc on a, vous voyez, donc les habitants sont là, et on a en fait missionné un charpentier qui travaillait à l'ancienne pour accompagner le projet. C'était beaucoup plus intéressant que de dire je vais, je sais pas où, à la Redoute, à la Calif, et j'achète un poulailler en kit. Ça n'avait pas d'intérêt. L'intérêt, c'était que les gens s'investissent. Et ce poulailler aujourd'hui marche très très bien. Autre exemple, un collectif de personnes à mobilité réduite qui disent nous on voudrait des tables de pique-nique. Donc on dit bah, c'est simple, on va faire des tables de pique-nique, on va enlever les bancs. Et la réponse c'est de dire ah ben non, nous, ce qu'on veut c'est pouvoir être mixé, on veut être avec les autres. Et donc ce qu'on veut bah, c'est qu'on puisse venir avec nos chariots dessous, sur le côté, donc on a fait un demi-banc, on a fait des modèles avec des dimensions un peu surélevées pour qu'on puisse passer dessous, mais qu'on puisse être avec des personnes valides. Là, c'était assez riche. Et aussi, on a retravaillé le sol en même temps. Les jardins flottants, qui était aussi un projet qui était assez intéressant. On avait en interne, on avait ce projet. Mais on s'était mis de côté en disant c'est pas la priorité, ça passera jamais. Enfin voilà. Donc c'était un peu auto-censuré. Et puis comme c'est un projet qui a été voté, bien au final, on y a été. C'était une belle aventure technique et humaine, puisqu'il a fallu redécouvrir tout un ensemble de techniques, puisque c'était une première, il n'y avait jamais eu de choses comme ça qui étaient sur un fleuve vivant qui monte du courant. Et au final, donc, on a quelque chose qui est un nouvel habitat en centre-ville, donc il n'y avait rien, enfin il y avait de l'eau, de l'eau et un mur. Et là, avec AgroCampus, là, on va faire un suivi un peu précis, de voir un peu la dynamique qui s'installe. C'est simple, on avait un point zéro. Et là, on va voir, évidemment, comment les végétations ont repris, comment les insectes et les oiseaux arrivent sur ce nouvel habitat. Le troisième point, au niveau écologique, environnemental, bien entendu, c'est le cœur de notre action. Concrètement, la prise de conscience sur Rennes date des années 90. J'ai été formé sur les techniques horticoles classiques où un bon ingénieur connaissait l'ACTA par cœur, ou presque, et était capable de dire pour chaque problème j'ai une solution. Et là on a commencé à réfléchir, pour se dire on va dans le mur, on va essayer de jouer avec la nature ou contre la nature. Alors, je passe bien sûr là-dessus, comment on décline sur le terrain, comment la biodiversité est favorisée. Ça, c'est un suivi qu'on a fait avec le Grécien sur des sites pour voir un peu l'impact de notre gestion sur des populations un peu caractéristiques d'insectes. On a bien sûr en tête, et là c'est un vrai combat,
qui est la trame brune, qui est aujourd'hui en train de disparaître sur Rennes, en centre-ville. Je suis toujours dubitatif, voire inquiet quand je vois les aménagements qui se passent en centre-ville. Hein. Je ne sais pas si vous avez Place Sainte-Anne aujourd'hui, par exemple. Place Sainte-Anne, c'est très très inquiétant pour le patrimoine arboré. Voilà. Et pourtant, c'est important d'en avoir en ville aussi. Autre thématique, c'est bien sûr le réchauffement climatique ou le dérèglement climatique, dans lequel, là, c'est des chiffres que j'ai récupérés avec la quanticité. 2003, voilà les températures maxi que l'on a eues, et qui a après fait 15 000 morts, et qui n'était pas facile à vivre. Voilà ce qui est annoncé pour 2050 en température maxi. Bon, voilà, ça commence à interroger, forcément. Alors, investissez dans la clim le plus vite possible. Ou alors acheter des tenues légères. Bon, ça interpelle bien sûr aussi au niveau hydrique. On ne sait pas où on va au niveau hydrique. On sait que, juste, c'est que ça sera différent. Pour l'instant, en Bretagne, on a des étés doux et humides, des printemps doux et humides, des automnes doux et humides, et des hivers très doux et encore humides. Mais demain, on ne sait pas. On pense par contre que au printemps, et là on voit bien cette année, par exemple, encore une fois, ça fait maintenant depuis 4-5 ans, on a des régimes assez perturbés. Printemps-été, beaucoup plus sec. Forcément, ça aura un impact sur la flore, avec des espèces, notamment les arbres, qui ne sont pas adaptés à l'hivers. Le hêtre va disparaître. Et on le voit, aujourd'hui je coupe tous les ans des hêtres qui meurent à cause de la sécheresse de l'air et de la sécheresse du sol. Et demain c'est le chêne. Le chêne robur, que vous avez en Bretagne, va commencer à disparaître à partir des années 40-50. Ça, tous les experts nous le disent, que le chêne n'est pas adapté, enfin ce type de chêne n'est pas adapté à des dérèglements climatiques. Alors là, ça commence à interpeller, parce que c'est quand même le maillage du bocage breton, c'est le chêne robur. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais du chêne d'Amérique, je fais du chêne liège, Quercus hispanica, voilà, enfin, c'est une vraie interrogation. L'arbre que je plante aujourd'hui, en 2100, sera un adolescent, sera encore un jeune arbre, s'il est encore vivant. Et donc, la question qu'on se pose, c'est comment faire pour que mes petits-enfants aient des vieux arbres. L'arbre que je plante aujourd'hui, quel climat il y aura en 2100? On n'a pas les réponses, on sait que ce sera différent, ce sera plus dur, et donc l'enjeu c'est de varier les espèces pour nous. On ne sait pas ce qu'on va planter, donc on plante tout ce qu'on peut, on varie. On travaille aussi avec la flore locale, en se disant en flore locale, on peut avoir une diversité génétique qui fait que parmi ce qu'on va planter, certains vont s'en sortir. Et puis on travaille le plus possible sur le sol, d'avoir des zones de prospection racinaire le plus important possible. Ce qui est totalement contradictoire avec ce que je viens de vous dire sur la place Sainte-Anne ou ailleurs, dans lequel on asphyxie la surface en mettant une couche de béton. On a des réseaux qui sont de plus en plus étanches. Là, on a des tuyaux poreux où les racines pouvaient s'infiltrer. Maintenant, c'est en PVC, c'est extrêmement étanche. Là, on avait des tranchées en sable, on a aujourd'hui du béton déplaçant, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, c'est assez inquiétant, voire très inquiétant, ce patrimoine arboré en nous. Et puis, malgré ça, parce qu'on est optimiste, on a bien sûr mis en place tout un ensemble de gestion. Je vais les décliner très rapidement. Dès que possible, et presque systématisé aujourd'hui, on travaille avec l'eau en surface, dans les actes notamment, et dès qu'on met de l'eau, un peu de soleil, on a une végétation extrêmement dynamique qui s'installe. Ça crée aussi des paysages, vous voyez, des profils un peu particuliers. Là, on est sur la Courrouze, et qui crée au fait au final des paysages vachement sympas. Donc c'est aussi des choses qui sont intéressantes dans l'évolution des pratiques. On a bien sûr systématisé le broyage, parce que ça nous apporte des matières organiques sur place, que globalement, on gagne 20% du temps sur la logistique, de dire je mets en tas, je prends avec mon camion, je vais sur une plateforme de compostage, je compose, ainsi de suite. Le fait de faire sur place, c'est 20% globalement d'économie. Ça, c'est nos arbres, parce qu'on en coupe quand même de temps en temps, qu'on va broyer. On fait ça 2 fois par an, mais le tas de plaquettes qui vont nous permettre de pailler le massif,
puisqu'on est en zéro phyto. On accompagne aussi les pratiques individuelles. On a 200 ou 300 sites comme ça sur Rennes, dans lesquels on fait du compostage individuel, collectif. Ça, c'est nos feuilles sur la voirie. Toutes les feuilles sur la voirie sont ramassées et sont compostées. Et le compost, après, nous permet d'amender nos sols, notamment en prévision du dérèglement climatique. Au départ, on a porté ça dans les années 2000-2002. C'était essentiellement pour une raison esthétique, en disant en hiver, les toits sont gris, le ciel est gris, les murs sont gris, mais apportant un peu de bonheur dans ce monde gris. Et donc on va apporter des bulbes qui se sont naturalisés, et ce qui était très bien, les gens nous écrivaient en disant « Ah, je suis passé dans tel quartier, c'était magnifique ». Et puis ils nous écrivaient quelques semaines après en disant « Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Je fais mes infos et vous n'avez pas coupé l'herbe ». Et ça a été, au final on n'y avait pas pensé à ça, mais d'un coup ça a été une bonne façon d'habituer notre regard à la présence de l'herbe. Et lorsqu'on a commencé à mettre en place les écotones, les lisières, des choses comme ça, eh bien, le regard avait commencé à s'habituer et c'était cohérent avec ce qu'on racontait, notamment pour nos jardiniers. Et donc on est passé dans des espaces un peu comme ça, où la photo bien sûr a été prise au bon moment, mais si je reviens un mois après, ma digitale elle est cassée en deux, elle est complètement sèche, l'herbe est grillée, et donc les riverains disent mais c'est quoi, c'est dégueulasse, pourquoi vous n'intervenez pas? Et c'est aussi une façon pour nos jardiniers notamment d'expliquer que pour que la digitale reparte l'année prochaine, eh bien, il faut la laisser monter à graines. On l'a fait aussi à des grandes échelles, là c'est le parc de Boutigny, 20 hectares, dans lequel on avait une pelouse ici qui faisait 8 hectares et qui était tondue du 1er janvier au 31 décembre, de la même façon, avec une tondeuse à 15 km/h. Avec ma casquette économique, c'était sans doute la meilleure solution. Sauf qu'on a dit il y a d'autres enjeux, et on est basculé sur des pontes différenciées, dans lesquelles on va être toutes les 3 semaines. Ici, on va faire du foin. Ici, on va être une fois tous les 2 ans. Ici, une fois tous les 4 ans. Ici, ça va être plutôt en hiver. Une fauche en hiver. Vous voyez que là, on avait une seule modalité. Là, on en a 5 ou 6. Du point de vue économique, c'est une catastrophe. Mais du point de vue paysage, ça devient vachement intéressant. Et puis, du point de vue biodiversité, ça a aussi des enjeux qui sont assez forts. On a un problème qu'on refait du foin, là on est sur le parc de Boutigny, donc on refait du foin. C'est aussi des nouvelles pratiques qui animent un peu le pratique. Le pastoralisme, là aussi, c'est une demande sociale plus qu'un intérêt économique. Par contre, ça a vraiment l'intérêt d'animer un peu le quartier. Moi, j'ai des riverains qui envoient, lorsque les animaux sont là, tous les matins un rapport à la maîtrise en disant RAS, il est en haut dans sa tour, et ils disent OK, tout va bien, ou alors il y a... par exemple, elle s'appelait Pom Pom Girl, vous comprenez bien pourquoi, c'est en train de couper toutes les pommes. C'était les riverains qui l'avaient nommé comme ça, et donc il y avait des rapports sur comment elle va, elle passe aujourd'hui. Ça c'est super, finalement. Et puis quand on additionne ma lisière, mes bulbes, tout un ensemble, et bien vous voyez qu'au final, on arrive aussi à faire des corridors par petites touches. C'est notre petite participation. Une grosse évolution, c'est l'herbe. C'est lorsqu'on est passé en zéro phyto, il a fallu répondre à cette demande sociale qui n'était pas du tout ça, clairement. Et donc c'est une contradiction, c'est-à-dire qu'on voulait plus de nature, on voulait, sauf qu'on a tous été formatés à ça, à une image de la nature hyper bien maîtrisée. Là j'ai pris une pub dans je sais pas quel journal. Vous avez un couple qui est plutôt heureux, et heureux parce qu'ils ont acheté un appartement. Et pourquoi ils ont acheté un appartement? Parce que c'est dans un environnement hyper privilégié dans lequel la nature a toute sa place. Ça, c'est la version plutôt positive des choses. Maintenant, si je prends ma casquette de gestionnaire, mon allée, là, pour avoir quelque chose comme ça, il faut que je fasse des arbres. Mon bassin, là, si je veux pas que ce soit pourri d'algues, il va falloir que je passe de l'algicide. Ma haie ici, là, mon machin, il va falloir que je taille 3 fois par an, ça va me passer du temps, et puis je vais produire des déchets verts, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc vous voyez bien que la nature, telle que nous on la présente, n'est assez loin des préoccupations. Et on a mis 20 ans, et encore c'est pas fini, pour éduquer le Rennais à une image de nature un peu différente de ce qu'on a tous idéalisé au fond de nous-mêmes.
Donc on a commencé par classer nos espaces en 3 catégories. Là où je vais au contraire rechercher de l'herbe, là où j'accepterai de l'herbe à un moment donné, mais je viendrai la supprimer, ou au contraire, là où je ne veux pas d'herbe. Concrètement, quand on a réfléchi ça en 2005, c'était les cimetières et le parc du Tabor, par exemple, des zones très, très horticoles. Ça, c'est le premier endroit où on a arrêté le désherbage, le long des rues. Et moi, je me rappelle, puisque je travaillais pas à Rennes à l'époque, on venait voir les tarés à Rennes qui s'amusaient à faire des trucs comme ça n'avait aucun intérêt, puisqu'on maîtrisait les désherbants chimiques et donc on savait comment il fallait faire. Mais alors, je peux en parler parce que j'étais pas là, donc ils avaient raison. Et aujourd'hui, ce qui était un petit peu anecdotique est devenu, à partir de 2010-2015, une évidence. Une évidence qu'on peut gérer l'espace vert sans pesticides. On a par exemple raisonné sur nos allées. On avait, je ne sais plus combien de dizaines de kilomètres d'allées qui étaient désherbées de là à là. Et en se disant, est-ce que ça a l'intérêt de désherber ici? Donc on va consacrer notre effort de désherbage. On va être en catégorie 2. J'accepte de l'herbe à un moment donné, vous êtes à l'arrêt. Mais ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'en fait, en canalisant le piéton, eh bien, c'est notre René qui fait le boulot avec ses pieds qui va désherber. Notre boulot, nous, c'est de maintenir notre allée suffisamment bombée pour qu'il n'y ait pas d'eau qui stagne là. Voilà des exemples pour gagner du temps, avoir quelque chose qui soit relativement acceptable pour les Rennais et en zéro. Et donc, en commençant à réfléchir, eh bien, on a baissé assez rapidement nos consommations de produits phyto. Il restait en 2005 les cimetières et les terrains de sport. On a aussi fait participer les habitants avec une opération qui s'appelle Jardin dans nos rues, dans laquelle, concrètement, on laissait les habitants, aux habitants, 20 cm le long des rues pour pouvoir entretenir l'espace. Donc c'était une façon de transférer la charge du désherbage de la ville vers les particuliers. Vous voyez, ça c'est une carte qui est assez vieille, 2009, aujourd'hui elle est beaucoup plus importante, et dans laquelle vous avez tous les points. Aujourd'hui on a 400, plus que ça, on a 500 conventions individuelles avec des Rennais qui représentent 5 ou 6 km. Donc on a encore un peu de marge, puisqu'on a 800 km de voirie. Dernier point, c'était les cimetières, dans lequel on a été aussi extrêmement formaté à la notion de propre, de maîtriser. Voilà un cimetière qu'on va dire propre, dans lequel vous avez envie de tous de vous faire enterrer, peut-être. Et dès que vous arrêtez de désherber, eh bien forcément, le cimetière devient un cimetière sale, inadmissible. Effectivement, c'est pas acceptable. Mais là, derrière, vous avez des notions extrêmement fortes de respect du haut-mort, de mauvaise conscience d'être le survivant alors que son conjoint est décédé, enfin, vous voyez, des choses comme ça, qui fait que je pourrais vous montrer le livre d'or, parce qu'on avait fait un livre d'or pour que les gens s'expriment. C'était extrêmement violent la façon dont les gens réagissaient par rapport à l'herbe. Or, on est dans un cimetière et en l'espace de 3 semaines, vous passez du sable plantule à des plantes qui peuvent être très rapidement. C'est très minéral, donc ça chauffe très vite et donc ça peut monter très très vite. Et pourtant, pour avoir un cimetière propre, moi j'avais mes gars qui passaient plus de 3 semaines 2 fois par an, 8 heures par jour à désherber. Oui, donc c'est la notion de propreté tout à fait relative. Et pourtant, le même cimetière en 1910 était comme ça. Il faut toujours avoir le recul et de se dire que ce n'est pas une fatalité de désherber. On a retrouvé des bons de foin, des gens payés pour venir faire le foin dans le cimetière. Ça, c'est les premiers aménagements qu'on a fait pour se dire qu'il faut qu'on ait quelque chose qui soit esthétiquement acceptable et dans lequel nos modes de gestion permettent d'avoir à la fois une rapidité d'intervention et un respect de l'environnement. Voilà, donc on a concrètement, on a remblayé ici un peu de terre végétale, on a remplacé le gravier par du dallage joint gazon, enfin oui, c'est des choses qui sont plutôt pas mal et qui nous permettent après d'avoir des modes de gestion assez efficaces. Et puis on a communiqué de façon très très dynamique pour expliquer ce que l'on faisait.
Et on est passé donc en 2011 à 5 litres. 5 litres, c'était au cas où sur les plantes invasives. Et en 2012, on a dit on arrête tout, on a vidé les armoires, ce qui fait qu'il n'y a plus de retour en arrière. Et puis bien sûr, on a communiqué. Le premier logo, c'est celui-là qu'on a fait, qui vraiment résume notre action, c'est entretenir au naturel, changeons de regard. Changeons de regard, ça veut dire qu'il faut accepter que nos espaces soient différents de ce qu'on a eu avant, où on était horticole, hyper maîtrisé. Si vous n'acceptez pas de changer votre regard sur les espaces, à ce moment-là, vous allez dans le mur. Tous ceux qui, par exemple, en zéro phyto, ont dit j'arrête le désherbage chimique et je remplace par du désherbage thermique, par autres techniques qui demandent beaucoup d'énergie, eh bien, ont été dans le mur économique, ont été dans le mur écologique, et aujourd'hui reviennent en arrière et travaillent plutôt à accompagner le développement de l'herbe, par exemple. Et puis le dernier point, c'est le label Éco-Jardin. On va être la première collectivité qui va être labellisée sur l'ensemble du territoire, avec ce label qu'on appelle Éco-Jardin, dans lequel il y a un cahier des charges qui est assez précis sur à peu près toutes les composantes d'une gestion environnementale, qui est normalement fait pour une parcelle donnée. Et on s'est dit, dans la mesure où on gère l'ensemble de notre territoire de la même façon, eh bien, par une méthode d'échantillonnage, nos 1500 espaces vont être labellisés au mois de juin prochain. Voilà. Si vous avez des questions. Merci.